S'il y a bien un domaine qui utilise une grande variété de métaux, c'est la bijouterie. Mais selon le métal dans lequel les bijoux que vous portez sont faits, cela peut influencer votre force musculaire. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est ce thérapeute qui l'explique dans sa vidéo. Le mélange de métaux comme ça, c'est des alliages, c'est un composite, il y a une charge électrique qui va être dedans, qui va différer de celle de la peau humaine. On est des êtres électriques, si vous ne croyez pas, prenez un couteau, puis mettez-le dans la prise de courant, puis vous me direz que ça a traversé votre corps, c'est fort possible. Fait que les métaux ont différentes charges. Théoriquement, la peau est être moins 100 Hz à plus 50 Hz. Souvent, il y a des bijoux qu'on voit qui ça dépasse de loin jusqu'à 20 fois ces charges-là. Fait que le système nerveux central n'aime pas du tout cela. C'est pas un bon voleur de bijoux. Barre le coude, on va vers le haut de ton bras, fort, c'est fort en masse. Et ça dans ta main, fort, défonce. Défoule-toi, allez, vas-y. Il y a avec un doigt, fort. Elle me dit, je dors avec ça tous les jours, depuis toujours. Est-ce que c'est bon pour son système nerveux? Pas vraiment, mais en plus, ça peut affecter, décharger au niveau des méridiens, qui vont aller faire des projections au niveau des muscles, au niveau de plein d'autres structures. Oh, ça vibre en plus. Ok, personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce phénomène avant et je suis un tantinet sceptique, notamment parce que rien de ce que je connais ne me permet d'expliquer comment porter du métal pourrait altérer ma force. Mais ce n'est pas parce que moi je ne le comprends pas que ça n'existe pas. On va déterminer si oui ou non ce phénomène est possible en faisant venir le thérapeute dans un laboratoire de biomécanique et en testant scientifiquement sa méthode. Et on vous donne les résultats. Ça vous va comme programme? C'est Benjamin, associé de recherche au laboratoire de simulation et modélisation du mouvement du département de kinésiologie de l'Université de Montréal, qui m'avait contacté pour me parler de la vidéo. Il était sceptique quant au fait que les métaux puissent altérer notre force musculaire. Il a alors invité Nicolas, le thérapeute de la vidéo, à venir reproduire sa méthode dans son laboratoire pour la tester scientifiquement. Et moi, j'ai été invitée par Benjamin à venir documenter l'expérience. D'habitude, dans mes vidéos, je vous présente la méthode scientifique de manière subtile, sans rentrer vraiment dans le détail. Cette vidéo est au complet opposé de ce que je fais d'habitude. On va vraiment rentrer dans le détail de l'expérimentation scientifique, alors j'espère que vous êtes bien accrochés. La première étape d'une expérience scientifique, c'est d'énoncer une hypothèse de travail. Et le but de l'expérience, c'est de la réfuter ou non. Aujourd'hui, on teste l'hypothèse comme quoi le port de certains métaux n'influence pas la force musculaire. La formulation de l'hypothèse est tout sauf anodine. Pourquoi teste-t-on si les métaux n'influencent pas la force plutôt que de tester s'ils l'influencent? En fait, si on écrit notre hypothèse de façon négative, c'est parce qu'on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Ça pourrait simplement vouloir dire qu'on n'a pas assez cherché. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Par contre, on peut prouver que quelque chose existe. Si je mets en évidence un phénomène, automatiquement, je prouve qu'il existe. Et je réfute du même coup l'hypothèse qu'il n'existe pas. L'hypothèse qu'un phénomène n'existe pas est appelée l'hypothèse nulle. Si on arrive à réfuter l'hypothèse nulle, le fait que le port des métaux n'influence pas la force musculaire, on peut arriver à la conclusion que quelque chose dans l'expérience influence la force musculaire et que c'était probablement les métaux. Maintenant qu'on est clair sur notre hypothèse de travail, il faut développer notre protocole expérimental. Et on va passer un petit peu de temps à l'expliquer parce que c'est seulement si le protocole est solide et prévoit tous les biais expérimentaux que les résultats ont un sens et peuvent être correctement interprétés. Le protocole est une étape cruciale. Dans notre cas, il va y avoir 3 types de personnes en jeu pendant le test. Le sujet, son rôle sera de tenir dans sa main droite un des objets sélectionnés, supposé lui faire perdre sa force musculaire. Cette main est cachée par un rideau. Et son bras opposé, le bras gauche, sera celui dont on va tester la force musculaire, exactement comme dans la vidéo du thérapeute. Et nous aurons 5 sujets au total. La personne suivante, c'est l'expérimentateur. Ils seront 2 à tester la force musculaire, Nicolas et Benjamin. Et une fois testés, ils indiqueront à la dernière personne si oui ou non il y a eu une perte de force. Cette dernière personne, c'est un peu le maître du jeu. C'est la seule personne à avoir les clés de tout. C'est le seul à savoir quel objet est en ce moment dans les mains du sujet et à noter la réponse des expérimentateurs. Une expérience comme ça s'appelle une expérience en double aveugle où ni le sujet ni l'expérimentateur ne sait quel métal est en train d'être testé. Et ça permet d'assurer que ni la personne testée ni l'expérimentateur n'influencent inconsciemment le test par leurs croyances et leurs a priori. Ok, stop.
Avant d'aller plus loin, on va avoir besoin de savoir comment on explique le fait que les métaux auraient une influence sur notre force musculaire. D'après Nicolas, tout se base sur la bioélectricité. Je vous mets donc l'explication de Nicolas puis celle de Benjamin sur ce qu'est cette bioélectricité. La bioélectricité, en fait, les cellules communiquent par des courants électriques, hein, selon les scientifiques. On est fait d'eau, puis on transmet de l'électricité dans nos cellules, puis des produits chimiques aussi. Fait que c'est un mode de communication de la cellule. Il y en a qui vont dire que la neurologie sert la bioélectricité. En fait, c'est comme des autoroutes pour que ça aille plus vite dans le système. La bioélectricité du corps va être convertie en biomagnétisme. Okay? Ça passe en matrice extracellulaire. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça va se convertir en biomagnétisme. Puis supposer que le système nerveux sympathique travaille en parallèle avec la bioélectricité du corps, le biomagnétisme en fait. Fait que tout ce qui vient surcharger le système nerveux tranquillement, ça va créer une dysfonction. OK. Si on s'en tient à ce que la bioélectricité est pour de vrai, donc... ça existe. Parce que ça existe. Il y a le fait, par exemple, d'utiliser ces neurones qui vont générer des courants électriques à l'intérieur du corps. Mais ces flux électriques-là sont très faibles. Et donc, à partir de cette définition, ce que Nicolas avance, si j'ai tout bien suivi, c'est que ces courants électriques naturels de notre corps peuvent être influencés par le métal des bijoux qu'on porte. Oui, ce serait pas complètement absurde de parler que le flux naturel, par exemple, de l'électricité, soit perturbé par un élément externe. Il faut plutôt voir le concept d'électricité dans ce cas-ci comme le cas d'une bobine. C'est-à-dire que l'électricité va aller dans un sens, donc il y a un courant électromagnétique qui va être créé. Ce champ électromagnétique-là va être très faible. Et de réussir à perturber l'électricité uniquement à partir du champ électrique qui est créé par le courant électrique, ça demanderait en fait d'avoir un champ magnétique autour de soi vraiment très 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 intense. Par exemple, les IRM, qui sont des champs magnétiques extrêmement intenses, ne posent pas de problème au corps. Donc, ce serait vraiment très très étonnant que le courant généré par le champ magnétique à l'intérieur de la bague puisse générer lui-même un champ magnétique suffisamment grand pour modifier ce qui se passe à l'intérieur du corps. Mais si les métaux influencent notre bioélectricité, alors ça veut aussi dire que tout élément métallique peut perturber l'électricité du corps, y compris tous les capteurs à base d'électricité ou de métal qu'on aurait bien voulu utiliser pour nos tests. Et conscient de ça, Benjamin avait prévu d'utiliser un rapporteur non métallique, mais au moment de l'élaboration de la méthode de mesure, les deux expérimentateurs se sont mis d'accord sur le fait qu'il serait plus pertinent de sentir si le bras lâche ou s'il résiste. Et d'après la description du thérapeute, il n'y a pas vraiment de réelle mesure d'angle qu'on pourrait faire de toute façon. Benjamin nous explique comment la mesure est prise. Où tu commences à pousser dans le bras de la personne et puis, effectivement, tu ressens quelque chose. Donc, au moment où tu pousses, tu as l'impression que le bras va lâcher ou que le bras va carrément t'empêcher de descendre. Je devine ce que vous pensez et je suis d'accord, ça n'a pas l'air idéal comme méthode de mesure. Mais rappelez-vous qu'on ne cherche pas à quantifier quoi que ce soit, on cherche à qualifier s'il y a eu une perte de force grâce à la méthode du thérapeute. Donc le mieux, c'est encore d'utiliser la méthode du thérapeute. Pour essayer de limiter les biais, on a deux expérimentateurs, Nicolas et Benjamin. Nicolas évidemment est un habitué et il a donné une formation à Benjamin pour qu'il sache comment détecter si la force musculaire a été perdue. Évidemment, ils n'ont pas le même niveau d'expérience et cela pourrait fausser le résultat. En fait, si c'est le cas, on sera capable de le voir au moment de l'analyse et de l'ajuster si besoin, par exemple en regardant uniquement les résultats de Nicolas. Donc au mieux, ça ne fausse pas l'analyse et au pire, on a des outils statistiques pour le prendre en compte. Revenons à l'expérience. Voici comment ça se passe. Le maître du jeu met un des deux objets dans la main du sujet. Le sujet lève le bras opposé et essaie de résister à la poussée de l'expérimentateur qui tente d'abaisser son bras. S'il y a une grande force musculaire qui résiste à la poussée de l'expérimentateur, il dit réussite. Et s'il y a une perte, il dit échec. Le maître du jeu prend alors en note le résultat. Au niveau des objets à tester, c'est le thérapeute qui les a choisis en les évaluant sur une personne réceptive en arrivant. Il y a une boucle d'oreille en argent qui devrait produire une grande perte musculaire et un simple stylo pour qu'il y ait, selon lui, aucune perte. C'est important d'avoir le stylo. Il représente le témoin, celui qui ne devrait produire aucun effet. Et ça nous donne une base de comparaison.
mais il a un gros inconvénient. Il a une forme différente qui peut être reconnue des sujets. Et même si les sujets n'avaient aucune idée de ce qui était en train d'être testé, ça pourrait induire un biais expérimental qu'il faudra prendre en compte au moment de l'analyse des résultats. Et ça, on va en reparler. Donc, 2 objets, 5 sujets, 10 essais par objet, donc 20 essais par sujet, et donc 100 essais au total. On essaye alors toutes les combinaisons, mais dans le désordre, pour dissiper les effets temporels de fatigue musculaire, ou pour ne pas que les expérimentateurs sachent qu'il y aura 10 essais identiques d'affilée, sinon évidemment il y aurait un biais. Le fait que les combinaisons soient toutes mélangées, on appelle ça un essai randomisé. Le randomisé en double aveugle, c'est les expériences dans lesquelles on a le plus confiance scientifiquement, parce qu'elles permettent de s'affranchir du plus de biais expérimentaux possible. Même si, vous l'avez vu, dans notre cas, il en reste, et il faudra qu'on les prenne en compte au moment de l'interprétation des résultats. Avant de regarder les résultats, dernière chose, il faut réfléchir à comment on va les interpréter. À chaque fois que nos expérimentateurs disent oui ou non à la question « y a-t-il eu une perte de force ?», ils ont une chance sur 2 de tomber sur la bonne réponse, celle qui confirme notre hypothèse. Donc s'ils ont la bonne réponse dans 50% des cas, ça veut dire que ça ou le hasard, c'est du pareil au même. S'ils ont moins de 50%, ça veut dire qu'ils arrivent à faire des prédictions négatives, ce qui serait bizarre. Et s'ils sont au-dessus de 50%, alors on pourra leur accorder un pouvoir de déterminer si la force musculaire a changé. Ok ? Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est analyse de résultats. Donc voici les feuilles des 5 sujets avec réussite-échec. Le 1 est une réussite, le 0 est un échec. Excellent, merci beaucoup. Donc je compile ça et puis je vous recontacte une fois que les statistiques sont faites. Parfait. L'analyse des résultats et surtout l'interprétation des résultats, c'est pas la chose la plus facile du monde. Essayez de garder le fil pour la prochaine minute. Pour analyser les résultats, Benjamin a choisi d'utiliser un test de sensibilité et de spécificité. La sensibilité, c'est la capacité d'un test à révéler que quelque chose est vrai, ou quelque chose est réussi plutôt, lorsque c'est réussi. La sensibilité d'un test, c'est la capacité de dire non lorsque c'est non à dire. Donc on pourrait imaginer par exemple un test qui répond oui à chaque fois que tu lui poses la question, auquel cas il serait extrêmement sensible. Parce que à chaque fois que tu as le problème, il te répond oui. Par contre, ce test-là serait très très peu spécifique parce qu'il ne te répond jamais non. Donc les 2 valeurs vont être importantes. Tu ne peux pas avoir un bon test qui est simplement sensible, mais très spécifique, ni très 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 sensible, mais pas du tout spécifique. Les 2 sont vraiment importantes. Les corollaires de ces tests-là, c'est les prévisions positives et prévisions négatives, qui sont finalement ce que tu utilises réellement quand tu prends un test. C'est si je te dis « le test a dit oui ». Jusqu'à quel point tu peux conclure avec ce oui-là qu'il y avait réellement quelque chose. Donc, un test qui a une prédiction positive de 100% voudrait dire que si je te dis oui, ça veut dire que tu as 100% des chances que la réalité était oui. Tu as également le test de prédiction négative qui est son opposé, c'est-à-dire que si le test te dit non, les chances que ça soit réellement non. C'est un peu les 4 façons de voir un test. Ultimement, les plus faciles à interpréter, c'est les prédictions négatives et prédictions positives. Cette fois-ci, on y est. Voici les résultats. Sensibilité, 42%, spécificité, 56%, prédiction positive, 49%, prédiction négative, 49%. Ok, c'est un peu âpre comme résultat. Va falloir l'interpréter maintenant. On en fait quoi ces chiffres ? Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, ce 42% de vrais positifs et 56% de vrais négatifs ? À quel point faut-il qu'on soit éloigné du fatidique 50% pour que ce ne soit plus considéré comme du hasard et que l'on puisse vraiment dire si oui ou non le thérapeute peut déterminer s'il y a eu une perte de force liée à la présence de l'objet. Pour répondre à cette question des limites du hasard, Benjamin a reproduit ce fameux hasard. Il a simulé, informatiquement, la même expérience que nous, avec le même nombre d'expérimentateurs, d'objets et de sujets. Et pour chaque combinaison, l'ordinateur mettait au hasard un échec ou une réussite. Et j'ai analysé ces résultats-là exactement de la même façon que j'ai analysé les résultats de Nicolas et moi. Mais faire ça juste une fois, c'est pas suffisant. Donc il faut le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et en fait, je l'ai fait 100 000 fois. Donc évidemment, sur ordinateur, faire 100 000 fois, ça se compte en secondes. Faire ça 100 000 fois, ça aurait été extrêmement long. Mais par ordinateur, ça se fait sans problème. Et donc, quand j'analyse tous ces résultats-là ensemble,
Donc, chacune des expériences a été analysée de façon individuelle et je prends le résultat global et je regarde ce qui se passe. Et donc, ce qu'on observe, sans trop de doute, sans trop de surprise, pardon, c'est le fait que la spécificité et la sensibilité et les deux prédictions sont exactement à 50%. Par contre, si on regarde individuellement chacune des 100 000 expériences, on va être à 48%, 52%, 39%. Ça va varier autour de 50%. Donc la moyenne de toutes ces expériences donne 50% pile, le hasard. Et l'écart type, la gamme de valeurs autour de laquelle les valeurs oscillent, donne les limites du hasard. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, ultimement, c'est de regarder ce que nous, on a fait et de se dire, est-ce que ce que nous, on a fait ressemble à l'une des simulations de hasard pur? Et c'est l'idée de regarder les écarts types et les moyennes. Donc, si on est à l'intérieur de deux écarts types, généralement, on va dire qu'on est assez proche qu'on est suffisamment proche du centre pour dire qu'il n'y a pas de différence. Inversement, si on réussit à sortir de cette zone là, de deux écarts types, on devra arriver à la conclusion qu'il y avait réellement quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui a été mesuré. Donc, à la question, est-ce que 51% est quelque chose d'important? Ce que moi j'obtiens avec mes simulations, c'est que deux écarts types, c'est à peu près 65% de souvenirs. Donc, tant qu'on n'est pas à l'extérieur de 65%, donc qu'on n'a pas un test qui est au moins efficace à 60%, on ne peut pas dire qu'on est statistiquement différent du hasard. Parenthèse, Benjamin utilise deux écarts types parce que c'est ce qui est communément admis en science. On accepte une erreur de 5% en utilisant deux écarts types, mais on ne va pas trop développer sur cet aspect-là. C'est donc ça la réponse, une fois interprétée. Avec les valeurs de vrai positif, faux positif, vrai négatif et faux négatif, les expérimentateurs ne sont pas meilleurs que le hasard. Bref, la méthode est aussi efficace que de tirer au sort la réponse. Benjamin a alors transmis ses résultats à Nicolas, dont voici le retour. Bonjour, pour faire suite à l'expérience muscle testing qu'on a fait avec les bijoux, les résultats, je ne suis pas surpris vraiment. Pourquoi? Il n'y a pas une réelle intention comme en clinique. On a un objectif précis pour le client aussi, puis qu'on vérifie les choses ensemble comme ça. C'est plus... notre objet test qui n'avait pas de micro-courant, c'était un crayon. Fait qu'après ça, de là, la personne, dès qu'elle sentait que c'était un crayon, déjà, ça biaisait un petit peu dans sa tête. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des intentions de la personne. Il parle du crayon qui était un mauvais choix. C'est vrai que c'était pas top. Ça aurait été un vrai problème si dans les résultats, on avait obtenu qu'il y avait une différence entre la boucle d'oreille et le crayon. Parce que là, j'aurais pas pu dire est-ce que le placebo a juste pas fonctionné ou il y a réellement quelque chose. Dans notre cas, finalement, même si on n'a pas un bon placebo, il a quand même bien agi, il a quand même fait la bonne chose et je soupçonne que c'est le fait que c'est parce que 3 des 5 sujets ne savaient même pas à quoi servaient les objets. Donc, ils ne savaient pas que la boucle d'oreille était censée rendre le bras vers le bas, alors que le crayon était censé faire que le bras soit maintenu. Donc, puisqu'ils ne le savaient pas, l'effet placebo ne pouvait pas fonctionner. Et donc, en ce sens-là, ça n'a pas été très, très problématique, puisqu'on ne l'a pas vu dans les résultats. Vous avez probablement deviné mon point de vue, mais pour moi, c'était évident dès le début que les métaux ne modifient pas la force musculaire. Et nos résultats le montrent. Sauf que oui, mais non. Techniquement, la seule chose que nos résultats montrent, c'est qu'on n'a pas pu réfuter l'hypothèse nulle. Pour vraiment prouver qu'en effet le port de certains métaux n'influence pas la force musculaire, il faudrait faire de nouvelles expériences jusqu'à ce qu'on ait essayé toutes les variables qui pourraient faire changer notre réponse, la fatigue, l'environnement, il y en a plein. Et à ce moment-là, on pourra accepter que le phénomène est bel et bien celui qu'on tentait d'investiguer au début. C'est long, la recherche. Cela dit, tant que je n'ai pas pu réfuter l'hypothèse, je me dois d'admettre l'hypothèse nulle par défaut. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le port des métaux n'influence pas la force musculaire. Il a donc fallu que je dise tout cet énorme pavé juste pour arriver enfin à la conclusion que les métaux n'influencent pas la force. Mais c'est ça la science, c'est ça qui la distingue de la pseudo-science. Sa force est dans sa précision, sa rigueur et sa subtilité. Par contre, c'est sûr que c'est pas sexy. Mais revenons au retour du thérapeute.
Je suis pas stressé d'un autre côté parce qu'en clinique, on est des milliers de personnes à travailler avec ça, on a des bons résultats, on se trompe pas, c'est le fun. On peut tout le temps valider si le bijou, exemple, le micro-courant, je le sens, la personne a une faiblesse. Quand je prends un voltomètre, je regarde qu'est-ce qui passe comme courant dans le bijou, puis ça valide tout le temps. C'est un sans faute en clinique, là. Très, 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 très faible pourcentage d'erreur. Rendu là, moi, c'est plus fiable que plein d'autres tests disponibles en ce moment. Et je ne m'en passerai pas. Il le dit, il a de bons résultats cliniques, et je suis sûre que c'est vrai. J'ai des doutes sur le sans faute, par contre. Ce qu'on prouve ici, c'est que la méthode ne fonctionne probablement pas, mais ça ne veut pas dire que ces patients ne vont pas mieux. Ils vont sans doute mieux d'ailleurs, grâce à l'autosuggestion ou encore à l'effet placebo qui est prouvé scientifiquement. C'est alors d'autant plus difficile pour Nicolas de modifier sa pratique si tous les jours, il a des patients qui vont mieux. De son point de vue, il y a une discordance appelée une dissonance cognitive. Je comprends alors sa réticence à prendre en compte les résultats. Après toute cette longue vidéo, j'aimerais avoir l'avis d'Hygiène Mentale, qui a une chaîne sur YouTube qui traite de ce genre de sujet, et sans doute pourra-t-il nous donner son point de vue. Merci Syllabus. J'ai regardé avec attention les détails de ton protocole. Et moi, je trouve ça assez sexy d'essayer d'étudier de façon un peu carrée les phénomènes extraordinaires. Depuis 6-7 ans, j'ai justement l'occasion de travailler avec une association qui a pour objectif de réfléchir à ce genre de protocole et d'en mettre en place pour tester les prétentions des sourciers, des radiesthésistes, des médiums, des coupeurs de feu, etc. Toutes ces personnes sont toujours des gens adorables et sincères. Et c'est toujours elles qui viennent nous contacter pour qu'on les aide à étudier leurs pratiques. Parce qu'en fait, elles ne savent pas ce que c'est un protocole scientifique. À chaque fois, au niveau personnel, j'en apprends plus à leur contact. Et j'espère que, de leur côté, ils comprennent un peu mieux la méthode. L'importance du double aveugle, de la randomisation, de définir un seuil statistique pour distinguer le phénomène d'un simple coup de bol. Comme le thérapeute avec lequel tu as travaillé, ces personnes ont toujours des théories sur les causes de leur phénomène. Ou c'est à cause des méridiens du chakra du cœur, ou c'est biomagnétique, ou c'est psychoquantique. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est pas tellement la peine de se pencher sur les causes d'un phénomène avant d'avoir pu le mettre en évidence. Il faut d'abord pouvoir mesurer quelque chose avant de se demander si c'est d'origine électrique, psychologique ou bioquantique ou je sais pas. Et il y a un truc que nous, on fait toujours avant nos protocoles et que vous, apparemment, vous n'avez pas fait. C'est un test en blanc. C'est-à-dire essayer sans le double aveugle, juste pour que le thérapeute puisse vérifier que le phénomène se manifeste bien comme dans son cabinet. Parce que sinon, si le résultat est négatif, on pourra toujours imaginer que c'était parce que le crayon utilisé n'était pas du bon type, ou parce que les appareils électriques ont fait des interférences, la caméra par exemple, ou parce que le scepticisme de l'expérimentateur a annulé le phénomène, ou je ne sais quoi encore. Bref, ton expérience est fascinante, et moi je trouve ça passionnant d'étudier les trucs qui sortent de l'ordinaire. Merci Syllabus. J'espère que cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire vous a plu, et j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la méthodologie expérimentale. De mon côté, je tiens à remercier Hygiène Mentale pour son retour, mais aussi Nicolas et Benjamin pour m'avoir intégré à cette expérience. Et j'aimerais ajouter que malgré la longueur de cette vidéo, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas inclus, et je vous ai mis des vidéos complémentaires dans la description pour les curieux. Bye.